Oui, ça montre bien l'effort qu'a fait la Chine, surtout en comparaison, puisque c'est la Chine qui est montrée du doigt, enfin qui soulignait l'effort qu'a fait la Chine depuis le début des années 2000 pour renforcer ses liens avec notamment toutes les puissances émergentes des continents qu'on a délaissés. Les BRICS, comme on les appelait les BRICS, au début des années 2000. Qui est d'ailleurs Brésil, et ensuite La Russie, Inde, l'Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Cette dénomination a pris de l'âge. Exactement. Aujourd'hui, c'est un peu daté, mais ça a encore une existence réelle, puisqu'ils se rencontrent, ils ont des réunions politiques qui leur permettent de se coordonner. L'Algérie veut en faire partie. Voilà, il y en a qui veulent y rentrer. Donc c'est plutôt en voie d'augmentation. Oui, une attractivité en tout cas. Mais dans le sens qu'on donnait à cette appellation, c'était des pays en voie de développement qui ne participaient pas à la cour. Puissance un peu plus ou moins émergente. Mais c'est intéressant parce que c'est ce que là nous dit le ministre brésilien, c'est réellement un peu un couteau sous la gorge qui est mis pour les politiques français de réussir à renouveler la façon dont on pense les relations avec les pays en développement, justement. Et c'est bien la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de pays, on est dans une situation où on est dans une concurrence exacerbée vis-à-vis de nouveaux acteurs comme la Chine, mais comme la Turquie, comme l'Inde, comme un certain nombre de puissances secondaires qui aujourd'hui ont de nouveau des ambitions quasiment impérialistes pour certaines. La Chine est quand même très influente. Et derrière tout ça, par contre, ce que j'ai envie de pointer en creux, c'est que cette alliance et ce poids de la Chine ne va pas sans contrainte. Aujourd'hui, ils le voient comme un atout parce que justement, ça les libère peut-être d'une certaine manière de certains alliés ancestraux qui avaient des exigences aussi, parce que la France pose un certain nombre d'exigences dans ses relations avec les pays tiers, notamment en termes de respect des valeurs. La Chine ne le fait pas, mais par contre, la Chine entraîne souvent un endettement des pays avec lesquels elle entraîne des partenariats, et ces endettements peuvent être beaucoup plus lourds, peuvent être extrêmement lourds en tout cas en termes de conséquences pour l'autonomie et la stratégie de ces pays-là. On est parti de cette... Une certaine capacité d'attractivité, mais mon point de vue, c'est plutôt qu'elle s'est reposée sur ses lauriers depuis un certain nombre d'années, et qu'aujourd'hui, l'image de la France est une image en fait assez passée qui réussit à continuer à avoir cette capacité justement de rayonnement, et on n'est plus dans une dynamique qui est une dynamique de gain, qui est une dynamique d'avancée et de continuer à avoir une position affirmée. On le sait, dans l'Union européenne, la difficulté, c'est qu'on s'est contraint à rentrer dans un système qui est un système de compromis et qui a ses atouts dans ce sens-là, mais qui a du coup de facto perdu tous les enjeux de défense d'une certaine forme de souveraineté, d'une certaine forme d'une volonté de puissance aujourd'hui que d'autres pays ne se gênent absolument pas pour incarner et pour aborder. Et c'est pour ça qu'on a les cas avec les confrontations avec la Turquie, avec la Chine, avec l'Inde. Mais est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est l'Europe aujourd'hui la France doit jouer au sein de l'Europe pour redonner cette dimension de superpuissance, puisque l'Europe a ses capacités, et je vous rejoins là-dessus, c'est au niveau européen que ça peut se jouer, parce qu'en effet, la France seule ne réussira pas à peser, même en termes démographiques, en termes de marché. C'est pas la France qui est attractive, c'est l'Europe dans son ensemble, pour pouvoir jouer notamment sur le même jeu que les Américains et que les Chinois. Vous évoquiez la question de l'Ukraine. Valeurs, qui sont les questions de la menace que ça porte sur le modèle européen et par rapport à tout ce qu'on a construit comme lien avec l'Ukraine depuis des années. Dans cette situation-là, c'était compliqué pour la France. La France ne pouvait pas se positionner de cette manière-là. L'Union européenne, à partir du moment où elle a assumé cette position également et s'en est emparée, ne pouvait pas jouer ce rôle-là. Mais donc on a enterré Minsk deux fois. Les moyens d'être autre chose que simplement... On a enterré Minsk deux fois. Mais devenons autre chose qu'une puissance de médiation, devenons réellement une puissance capable de faire, et de faire à travers des moyens d'attraction, à travers de l'industrie. Une minuscule parenthèse. Donald Trump, qui a quand même globalement pris beaucoup de distance avec l'Europe. Avec le cas AUKUS, on avait une situation qui était favorable au développement réellement d'une identité et d'une position commune européenne, puisque finalement, il y avait ce sentiment collectif de menace et de se dire les Américains ne seront pas toujours derrière nous. Mais la guerre en Ukraine, sur ce plan, finalement, nous a fait beaucoup rétropédaler sur cette
dynamique-là, qui moi me semblait positive, en finalement rappelant toute la centralité que peut jouer l'OTAN et que jouent finalement les Américains, même aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de qu'ils se désengagent de manière relative, en tout cas, de l'Europe pour se recentrer sur leur conflit avec la Chine. C'est toute la difficulté de faire émerger cela, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut dépasser finalement l'actualité immédiate, qui est une actualité qui est certes forte et qui nous appelle à un engagement, mais il faut la dépasser pour justement travailler sur des facteurs de fond, pour pouvoir créer une souveraineté, une puissance européenne. Et ça veut dire travailler sur le couple franco-allemand qui n'existe que dans la tête des Français, d'ailleurs. J'en profite au passage. Parce qu'aujourd'hui, c'est en effet, l'Allemagne ne se gêne absolument pas pour dicter sa ligne au sein de l'Union européenne avec des intérêts qui ne sont pas totalement partagés pour une partie par la France, notamment quand il s'agit des aspects économiques. Donc la France, pour cela, elle doit se recentrer déjà sur ses capacités propres, sur les capacités industrielles, pour regagner du rayonnement et être capable de porter sa voix au sein de l'Union européenne. Il nous reste une minute avant de marquer. Il peut revenir. Il peut tout à fait soyons clairs. Il peut revenir. Bien sûr qu'il peut revenir. Aujourd'hui, Joe Biden est fragilisé, mine de rien, dans l'opinion publique, dans ses positions qu'il a tenues. Le voyage de Nancy Pelosi, qui a été, mine de rien, mal accueilli par les alliés américains dans le Pacifique. Il y a des images anecdotiques qui font mal aussi quand il n'arrive pas à remettre sa veste. Il y a un procès aussi en agisme pour Joe Biden. Exactement. Donc aujourd'hui, le camp démocrate est extrêmement fragile et c'est pas garanti qu'ils arrivent à nouveau à faire le hold-up qu'ils ont fait. Il y a eu vraiment une division très profonde de la société américaine lors de la dernière élection, qui s'est accentuée depuis la première élection de depuis l'élection de Donald Trump, mais qui vraiment s'est approfondie la dernière. Avec Joe Biden. Et Joe Biden aujourd'hui, s'il n'y a rien qui se trouve sur Trump, là, il y aura vraiment un souci, parce qu'on va continuer à opposer la société américaine entre deux camps, le camp qui se veut un peu le camp central de la raison, mais qui n'aura pas forcément un candidat non plus à la hauteur, parce que s'opposer à Donald Trump, il faut le faire. Physiquement, c'est prenant, c'est pas un adversaire anodin, mine de rien, c'est quand même un poids lourd aussi, même en débat quand on est à côté de lui. Et aujourd'hui, les démocrates sont fragilisés, le camp républicain n'a pas d'autre option. Il est probable qu'ils reviennent. Et moi, je reviens sur mon point sur l'Union européenne. S'il revient, ça peut être un cadeau pour l'Union européenne et ça peut être un cadeau pour la France pour essayer de regagner encore un peu nos points et comprendre que non, les Américains ne sont pas notre meilleur ami. Je rajouterais juste qu'il y a une composante... Tout à fait, symbole de la liberté d'expression et j'aimerais peut-être aussi penser, là on parle de quelqu'un qui est sous la menace depuis 30 ans, mais aujourd'hui on a des gens qui sont menacés également pour leur liberté d'expression. On a eu Charlie Hebdo en France, on a des journalistes qui sont régulièrement menacés, on a des personnalités publiques, des artistes, etc. qui sont menacés, et notamment par un totalitarisme islamiste, comme ça a été dit. Et ces personnes-là, que seront-elles dans 30 ans Est-ce que ce seront les prochains Salman Rushdie? Et c'est aussi à ces personnes-là que je veux penser aujourd'hui, parce qu'elles sont constamment sous le coup de ces menaces. Ce n'est pas uniquement quelques personnalités, c'est beaucoup plus courant qu'on le croit. Et même sur les réseaux sociaux, on constate que des propos qui sont tenus, des jeunes, parfois des très jeunes, se retrouvent l'objet de menaces sur leur vie. Avec la capacité de voir aussi leurs adresses personnelles révélées. On a vu le cas de l'enseignant qui avait été décapité. On a énormément de cas comme ça. Aujourd'hui, là, ça faisait 30 ans. Peut-être qu'il a même eu de la chance que ça fasse 30 ans qu'il ait réussi à échapper. Malheureusement, ça peut être beaucoup plus rapide et il faut être extrêmement attentif à tous les niveaux pour que ce ne soit pas simplement le fait de quelques personnalités qu'on protège, mais de l'ensemble. Oui, qu'on soit auteur à succès comme Salman Rushdie, auteur internationalement reconnu, ou une jeune fille qui est simplement l'auteur d'un tweet. En tout cas, c'est des messages qui sont aujourd'hui malheureusement très durables et qui peuvent se perpétuer très facilement. Et l'émergence des réseaux sociaux a aussi facilité cet embrigadement, cette radicalisation et cette diffusion de messages de haine vis-à-vis de personnes qui sont ciblées et qui peuvent du coup être tout d'un coup se retrouver la victime d'une attaque par des personnes
avec qui ils n'ont aucun lien, même géographique ou autre, simplement parce que les messages aujourd'hui traversent toute cette communauté qui est liée et qui n'est pas, au contraire de la religion catholique par exemple, qui ne bénéficie pas d'une forme de centralisation de cette logique de l'Église. Et aujourd'hui, donc, l'islam politique n'a pas de tête en tant que tel, ce qui rend encore plus compliqué, puisque chacun peut aussi aborder la religion à sa manière et porter et s'approprier des messages qui sont diffus, qui circulent de manière assez libre, mine de rien, sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est assez vrai, c'est surtout... Et des aides-soignantes. Et pourtant, on n'arrive pas à trouver la solution, le remède miracle parmi les propositions qui sont faites. Et en tout cas, dans le gouvernement actuel, François Braun a du pain sur la planche parce qu'on ne voit pas comment il peut résoudre la crise. La difficulté, c'est que de toute façon, tous les ministres sont confrontés à des contraintes, que ce soit des corps intermédiaires ou des politiques, des choix, des arbitrages politiques qui sont faits au niveau du Premier ministre sur des priorités accordées. Là, on est arrivé à un stade d'accumulation qui rend en effet le choix des prochaines politiques très compliqué. Parce qu'en effet, comment prendre un problème quand on est arrivé tout en bas de la fosse, hein. Aujourd'hui, on est... dont on connaît les causes. C'est ça qui est étonnant avec la crise de l'hôpital. Mais a posteriori, maintenant qu'on fait le point sur 20, 30 années de politique publique qui, à fur et à mesure, ont accumulé un certain nombre de problématiques. Par contre, j'aimerais revenir sur la question de la logique de... Alors, la logique de rentabilité, je suis d'accord, peut avoir ses méfaits, mais la question du coût de la santé, par contre, est une question différente parce qu'on voit en Allemagne que l'Allemagne dépense à peu près autant en pourcentage de PIB que la France sur les dépenses de santé, et pourtant, ils ont un système qui leur permet d'avoir une meilleure couverture, d'avoir plus d'infirmières, plus de médecins pour 100 000 habitants. Ils sont légèrement au-dessus. Ils ont un service hospitalier qui est moins utilisé aussi. Donc, sachant que c'est là où on a les coûts les plus élevés en termes de en termes de dépenses de santé, ils arrivent avec un coût équivalent, même si par habitant c'est légèrement plus élevé, un coût équivalent en termes de PIB, ils arrivent à avoir un meilleur service public. Donc, on a vraiment des efforts en termes structurels à faire, et c'est des efforts notamment sur l'administration, puisqu'on a aujourd'hui en fait une administration qui prend beaucoup trop de place par rapport justement à l'acte de soigner. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'en final, les propositions et les sujets qui sont amenés sont tous des sujets qui sont liés. Et notamment parce qu'aujourd'hui, cette perquisition qui a eu lieu, elle a un caractère historique. C'est la première qui a eu lieu sur la résidence, même si c'est résidence secondaire, même si c'est la propriété, en tout cas, d'un ancien président de la République, enfin, président des États-Unis, oui, pas de la République. Et du coup, c'est vraiment ce caractère historique, il est problématique parce que justement, ça accentue le fait que s'il n'y a rien, ça va donner encore plus de grain à moudre à tous les partisans de Donald Trump qui, pour le moment, sont peut-être dans une période de flou et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir re-rentrer sur cette scène politique face à un Joe Biden qui est affaibli, à un camp démocrate qui, aujourd'hui, mine de rien, n'a pas réussi à aborder les promesses, ou en tout cas à atteindre les promesses qu'il avait fixées, que ce soit la lutte contre le virus a fait quand même de nombreux morts du Covid aux États-Unis, la question des relations internationales qui certes ne sont pas fondamentales pour le vote américain mais jouent quand même dans l'image qu'ils portent d'eux-mêmes. Aujourd'hui avec Taïwan où les États-Unis ont un rôle qui est très critiqué et qui pose question même en interne sur quel rôle pour Nancy Pelosi, comment effectivement se positionner, même si tout le monde voudrait bien sauver Taïwan aux États-Unis, derrière, comment le faire. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, plus un président qui est physiquement affaibli et qui n'arrive pas à incarner. Aujourd'hui, il n'y a personne sur le champ politique pour s'opposer à un retour de Donald Trump. Et c'est à croire, ou en tout cas, ça va aussi nourrir peut-être du complotisme de se dire, puisqu'ils n'ont rien à mettre face à Donald Trump, en fait, ils mettraient la justice et la justice serait contrôlée et serait manipulée par le pouvoir en place. C'est là où c'est dangereux, effectivement. Et là, on est vraiment à remettre de l'huile sur le feu sur les débats. La politique d'Emmanuel Macron et son positionnement sur l'international qui a été très fort et très marqué depuis le début, au moins
moins sur les mots, si ce n'est pas sur le fond, puisque les réussites, par contre, ne sont pas forcément au niveau. Son positionnement très marqué, le Make America Great Again, qui a été aussi un camouflet vis-à-vis de Trump, ce type de son intervention au Liban, il s'est fait un peu le porte-voix finalement d'un Occident qui tentait de... Très interventionniste, Emmanuel Macron, sur la scène internationale. En tout cas, une place sur la scène internationale, il paye cet interventionnisme ? Je pense qu'il le paye d'une certaine manière, parce que justement, il devient un peu la figure de proue de l'Occident. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il dérange. Il dérange, et alors, bon, on pourrait s'en féliciter à la limite si, sur le fond, derrière, il y avait les moyens qui étaient mis pour effectivement être à la hauteur des ambitions internationales qui sont mises. Mais il dérange rien que par ses messages, et au final, il devient un peu, justement, la cible à abattre. Parce que Angela Merkel, franchement, on n'aurait pas vu autant d'agressivité se développer contre elle. Elle donnait moins de prise, même en tant que chef de gouvernement, de pouvoir vraiment exister sur la scène internationale. Oui.